Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Je l'avais fait un peu à l'anglo-saxonne où on commence toujours par présenter sa vie, son œuvre, et puis finalement tout le monde a fait les présentations à la française, donc je saute. Je suis juste géographe, voilà. Si ça vous intéresse de chercher mes publications, les dernières s'affichent ici. Et peut-être que je vais juste vous mentionner le colloque qu'on a organisé début juin, les 3 et 4 juin à Tokyo, à l'Institut français de recherche au Japon, puisque Michel a participé et on avait une session sur les mouvements d'opposition aux méga événements, en particulier aux Jeux Olympiques. Et alors peut-être pour vous recontextualiser mon institut, donc c'est l'Institut français de recherche sur le Japon, c'est une UMIFRE. Alors tout le monde connaît les UMR, qui sont des unités mixtes entre le CNRS et les grands labos d'université, et on connaît assez moins les autres montages, et en particulier les UMIFRE, ce sont des unités mixtes entre le CNRS et le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, donc on est tous en fait affiliés diplomates, et puis on a cette double tutelle avec le CNRS qui fait qu'on est aussi chargé de recherche, et qu'on a une casquette recherche dans nos portefeuilles d'activité. Ça, c'est également très rapidement, mais je pense qu'on pourra mettre à disposition en partie les PowerPoint, une bibliographie indicative où apparaissent un certain nombre de Japonais et de Japonaises qui ont travaillé sur les mouvements d'opposition au Japon et des mouvements d'opposition à l'organisation des événements et des méga-événements, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que c'est assez peu connu et la bibliographie permet d'actualiser un peu ce manque de connaissance des travaux japonais en Europe et en Amérique du Nord. Alors, je vais concentrer mon propos essentiellement sur Tokyo, les Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo, avec ce côté un peu maudit de Tokyo en tant que capitale olympique, puisque comme vous le savez, les premiers Jeux avaient été attribués en 1940, qui ont été annulés à cause de la guerre, essentiellement parce que les délégations n'envoyaient pas de sportifs aux Jeux de Tokyo. On a eu 64 qui a été le grand événement par excellence et qui continue encore à résonner dans un certain nombre de représentations un peu mythifiées, en particulier au Japon, mais également dans le reste de l'Asie. Et puis on a eu 2020 qui a failli être annulé, donc ça aurait fait quand même 2 annulations au palmarès de Tokyo, et qui finalement a été décalé d'un an, reporté d'un an en raison de la crise internationale du Covid, pour exactement la même raison, c'est-à-dire que les fédérations n'envoyaient aucun athlète à Tokyo à ce moment-là. Et donc, la question est de savoir pourquoi tant de haine, pourquoi tant de malchance à Tokyo, et surtout, est-ce que cette malchance a alimenté des mouvements d'opposition qui pourraient se saisir de ces argumentaires dans les oppositions à l'organisation des méga-événements au Japon et à Tokyo en particulier. Donc je vous propose de suivre un plan classique en 3 parties sur cette question. Tout d'abord, les mouvements anti-olympiques au Japon, un élément de contextualisation un peu historique, même si je ne suis pas historien. Tokyo 2020 plus 1, des Jeux entre scandale et tension, donc un focus sur les dernières Olympiades à Tokyo, et puis une petite discussion sur la nature des oppositions aux Jeux à Tokyo 2020 plus 1. Alors, je vous ai fait une petite perspective historique assez rapide sur les mouvements anti-olympiques au Japon, avec une première périodisation qui correspond en fait aux Jeux qui n'ont pas connu d'opposition, ou en tout cas qui n'ont pas connu d'opposition structurée. Les Jeux de 1940, dans un contexte assez proche de l'Allemagne et de l'Italie, c'est-à-dire dans un contexte, alors, il y a beaucoup de débats dans le monde de la japonologie. Est-ce que c'est un contexte fasciste? Est-ce que c'est un contexte totalitaire? Est-ce que c'est un contexte autoritaire? En tout cas, c'est ce qu'on appelle le tenno-militarisme. Tenno étant l'empereur, militarisme étant l'armée. C'est une formulation qui fait aussi beaucoup de débats, il y a beaucoup d'opposition, mais néanmoins, quand on regarde les visuels et les posters, les affiches faites pour les Jeux Olympiques de 1940, quand même, la dimension totalitaire fasciste apparaît clairement, avec à gauche des saluts nazis. Derrière, on a la silhouette d'un des dieux bouddhiste et shintoïste, les deux distinctions étant assez peu claires parfois, qui reproduit le salut nazi. Au milieu, on a quand même une petite marionnette militaire. Et puis à droite, ce sont les jeux de Sapporo qui font écho à quelque chose d'un peu moins militarisé, un peu plus proche du peuple, un peu plus proche des minorités aussi, Aïnou, etc. Mais néanmoins un contexte, on va dire, assez autoritaire, si ce n'est totalitaire, qui limite les mouvements de contestation.
Alors 1964 n'a pas fait l'objet de contestations à proprement parler. C'est néanmoins des jeux qui sont beaucoup moins militarisés dans la façon dont ils se présentent, dans la communication qu'ils supposent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas militarisés dans les enjeux géopolitiques qu'ils portent, puisqu'on est quand même après la Seconde Guerre mondiale. Tokyo et le Japon utilisent des jeux pour rétrocéder des terrains occupés dans Tokyo par l'armée américaine. Donc il y a quand même une dimension militaire et géopolitique importante. C'est aussi des jeux qui ont lieu pendant la guerre froide, pendant la guerre du Vietnam. Donc il y a cette espèce de dialogue entre regarder le Japon détruit une vingtaine d'années auparavant et qui est devenu un présent l'un des champions asiatiques, le champion asiatique du capitalisme est reparti de rien, un peu le phénix qui renaît de ses cendres, et donc vous, les Vietnamiens qui luttez pour en gros votre survie face à la propagation communiste, vous pourrez, comme le Japon, renaître de vos cendres après cette guerre absolument effroyable et regarder les fêtes et puis les lumières du capitalisme avec Tokyo 1964 qui est comme ça une sorte de phare qui vous guide dans l'obscurité de cette guerre fratricide interminable. Et puis néanmoins ces jeux de 64 sont l'occasion d'une première critique publiée par des intellectuels. Ce n'est pas un courant, on va dire, structuré, ce n'est pas une opposition, c'est néanmoins une publication d'opposition avec l'ouvrage que je vous ai mis à droite, qui est une compilation d'un collectif d'intellectuels, de littéraires qui commentent en fait de façon assez critique les jeux et le contexte dans lequel se produisent ces jeux, mais qui ne structurent pas un mouvement d'opposition à proprement parler. Une deuxième période dans le rapport entre mouvement d'opposition et Jeux Olympiques s'ouvre à partir de la candidature de Nagoya pour les Jeux de 1988, finalement perdue face à Séoul. Candidature qui commence en 1978, donc 10 ans avant, et qui voit se structurer les premiers mouvements d'opposition aux Jeux, avec les premiers mouvements citoyens au Japon, et puis un premier manifeste qui fait date, puisque des manifestes, il y en aura à chaque candidature à partir de la candidature de Nagoya, l'anti-olympique manifesto par des intellectuels et des journalistes, donc Kageyama, Okazaki et Mizuta. Je vous l'ai mis à droite. Alors ça n'a pas été traduit, mais c'est néanmoins un manifeste anti-olympique qui n'est pas comme lors de 64 un ouvrage isolé, mais qui est une sorte de tête de gondole d'un mouvement beaucoup plus structuré et beaucoup plus important, un mouvement citoyen, on va dire, beaucoup plus vaste que les seuls cercles intellectuels un petit peu élitistes. Et puis, cette période va se continuer avec un certain nombre de candidatures, parfois fructueuses, comme les Jeux de Nagano pour 98, qui donnent lieu, eux aussi, à chaque fois, à la fondation d'un collectif citoyen. Alors, on a en 89, donc pendant la phase de candidature, un groupe fondé par le journaliste et intellectuel Ezawa sur Association contre les Jeux Olympiques. Et puis, un certain nombre de livres. Vous voyez que le nombre d'ouvrages anti-olympiques augmente avec le temps. Là, on en a 4, rien que pour la période, avec en 97 donc Hinomaru and the Olympics par Taniguchi qui est un journaliste. En 98 on a 2 ouvrages qui sortent. En 99 on en a un autre toujours par Ezawa, donc le chef de ces mouvements citoyens anti-olympiques, qui à chaque fois publie des ouvrages, alors là qui portent sur des questions financières, mais on va dire que des questions assez vastes sont soulevées dans ces différents ouvrages, et ils ne focalisent pas uniquement sur des questions, on va dire, financières ou économiques. Et puis, un troisième élément, je pense, c'est important, c'est dans la période plus récente, les candidatures malheureuses aux Jeux Olympiques qui structurent, elles aussi, des mouvements d'opposition qui sont ensuite récupérés et qui alimentent les mouvements d'opposition pour la candidature de Tokyo pour les Jeux de 2020. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la candidature est malheureuse qu'elle n'a aucun impact sur le moyen et le long terme, bien au contraire. Les impacts sont multiples, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tant qu'aménageur, moi ça m'intéresse parce que ces candidatures structurent des visions et des narrations sur le territoire qui sont ensuite récupérées à moyen et long terme par les aménageurs dans la façon dont ils aménagent les villes hautes, sans les Jeux Olympiques, si vous voulez. Donc ça crée comme ça des continuités d'aménagement.
Et puis surtout, ça crée des habitudes de contestation. Et donc Michel l'a déjà dit, je pense que Hugo va peut-être aussi le redire, c'est-à-dire que ça structure, ce sont des nexus, des moments en fait d'intense discussion, d'intense structuration des mouvements d'opposition qui sont ensuite récupérés. Et donc en particulier, alors bon, je suis allé un peu vite, mais pour 2008, Yokohama et Osaka étaient toutes les deux villes candidates. C'est Osaka qui a remporté la candidature pour le Japon, finalement perdu, mais néanmoins présenté, qui a donné lieu à un certain nombre d'oppositions. Et puis, pour les Jeux de 2016, on avait 3 pré-candidatures. On avait Tokyo, Fukuoka et Sapporo, qui ont donné lieu à des mouvements d'opposition et à des publications de manifestes. Et c'est Tokyo qui avait été choisi en interne par le Japon pour porter la candidature japonaise, qu'il a perdu finalement contre Rio de Janeiro, mais qui a donné lieu à des oppositions et à des mouvements et à des collectifs assez importants. Et en particulier, en 2009, on a le manifesto sur l'inutilité des Jeux Olympiques, qui est un ouvrage vraiment assez radical sur pas d'Olympiques, pas de Jeux Olympiques, quel que soit le territoire d'hôte, territoire d'accueil. Alors quand on zoome sur la dernière Olympiade, Tokyo 2020, plus 1, les éléments de contexte expliquent en fait un certain nombre d'oppositions qui ont été néanmoins très mouvantes sur la ligne de vie de la candidature et ensuite de la préparation aux Jeux Olympiques, et qui sont encadrés par 2 événements, 2 catastrophes sanitaires tout à fait différentes, mais d'envergure et à l'impact mondial. La première catastrophe sanitaire, ça a été la catastrophe de Fukushima. Alors vous savez qu'à l'origine, c'est 11 mars 2011, un séisme, l'un des plus importants en termes d'intensité mesurée dans la période moderne, qui a donné lieu à un tsunami, qui a donné lieu à une catastrophe nucléaire, avec la catastrophe de Fukushima Daiichi, qui a ensuite donné lieu à une fuite radioactive majeure. Alors heureusement, rien n'a explosé, sinon le Japon ne serait plus là pour témoigner, mais néanmoins a donné lieu à une évacuation massive de population dans un périmètre d'abord restreint et finalement étendu, à nettement supérieur au seul département de Fukushima, hein, qui concerne une grande partie du territoire du Nord. Et vous voyez que le nuage radioactif, alors je ne sais pas si on voit la souris, là, le nuage, alors Tokyo est ici, hein, le nuage radioactif est passé au-dessus de la capitale, et ce qui fait que le Premier ministre de l'époque avait réuni une cellule de crise pour savoir est-ce qu'on doit évacuer Tokyo. Donc évacuer Tokyo, ça veut dire évacuer 35 millions d'habitants, c'est quasiment toute l'Espagne. 35 millions d'habitants, ça s'évacue où? Quel est le pays qui dispose d'une capacité hôtelière qui permet de déplacer 35 millions dans le reste du pays? C'est absolument impossible. Donc finalement, Tokyo n'a pas été évacué. Et donc, 6 mois après la catastrophe de Fukushima, Tokyo et le Japon déposent la candidature. Donc c'est 6 mois après, c'est extrêmement court, hein. Donc forcément ça a alimenté des oppositions et des publications, et ça a encore structuré la façon dont les Japonais ont vendu la candidature, puisque le motto de la candidature c'était Renaissance, Tokyo Renaissance. Alors pourquoi Renaissance? Renaissance après Fukushima, et le départ de flamme dans le parcours flamme olympique des JO de Tokyo, c'était Fukushima. Donc il y a une résonance très forte entre le dépôt de candidature 6 mois après Fukushima, la façon dont le Japon a défendu la candidature de Tokyo, la façon dont le CIO a validé la candidature de Tokyo, et la façon dont les Jeux Olympiques ont démarré à Tokyo. Tout ça a été connecté à Fukushima, donc les oppositions ont aussi été connectées à Fukushima. Et puis l'autre catastrophe sanitaire qui encadre ces Jeux, c'est le Covid, avec un report des Jeux le 24 mars 2020, c'est-à-dire avant le pic, l'amorçage de l'épidémie au Japon, hein, puisque ici, vous voyez qu'on a le nombre de malades du Covid journalier. Alors ici c'est par jour, et puis en noir c'est les cumulés, hein. Et vous voyez que la décision de reporter les JO, ici c'est à une période avant que les pics journaliers n'atteignent leur maximum sur la période considérée. Donc en fait, c'est pas la situation au Japon qui explique ce report, c'est plutôt la fermeture progressive des frontières internationales et le fait qu'un certain nombre de pays, ça a commencé par l'Australie, ont dit nous on n'envoie personne pour 2020 parce qu'on ne veut pas que nos athlètes meurent, on ne veut pas propager le virus, et puis surtout on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc c'est pour cette raison-là que les JO ont été déplacés d'1 an, et à partir de ce moment-là, évidemment, les oppositions ont surfé sur l'incident sanitaire Covid.
Alors je passe un peu vite là-dessus. Alors il faut savoir que les Japonais n'ont pas aidé, hein. Ils ont vraiment cumulé tous les mauvais points. Il y a eu un certain nombre de scandales absolument ahurissants. Ça a commencé par le scandale du logo qui a été accusé de plagiat et donc qui a dû être changé. Ensuite il y a eu le scandale du stade olympique. La compétition qui avait donné le stade en bas à Zaha Hadid a finalement été annulée par le tribunal de Tokyo et finalement la compétition a été rejouée en interdisant à Zaha Hadid de se représenter. Elle a fait une crise cardiaque, elle est morte 6 mois après. Alors, est-ce qu'il y a lieu de cause à effet? Je ne sais pas, mais en tout cas, la chronologie est troublante. Et le stade a été donné finalement à une équipe de Japonais, dont Kengo Kuma, que vous connaissez peut-être, pour un prix quasiment similaire. Bon, voilà. Il y a eu également un certain nombre de scandales en termes de propos politiques, des propos misogynes du président du comité d'organisation, Mori. Un vieux monsieur de plus de 80 ans, très connu pour ses engagements, on va dire, très à droite, et puis, qui cumule des propos homophobes, des propos misogynes, etc. En particulier, il avait dit, quand les femmes participent aux réunions, le temps double parce qu'elles ne savent pas se taire ou elles ne savent pas être concises. Alors bon, il a dû démissionner pour ça. Scandale des propos du directeur artistique, qui a été aussi grossophobe et misogyne. Scandale du directeur de la cérémonie d'ouverture qui avait harcelé, quand il était étudiant, des élèves handicapés. Et puis démission de plusieurs gouverneurs. Le premier gouverneur, c'est Shintaro Ishihara, pour fonder un parti d'extrême droite. Démission de son successeur, Masuzue, sur des scandales financiers. Et donc, la Koike, la gouverneure actuelle, qui a été la gouverneure pendant les Jeux, s'est retrouvée à devoir gérer des dossiers qu'elle n'avait pas portés et qui ont plombé sa gestion municipale. Et puis, démission du Premier ministre Shinzo Abe juste avant les Jeux, pour des raisons personnelles, qui a ensuite été assassiné, je pense que vous l'avez su. Donc en fait, le Japon a vraiment cumulé tous les mauvais points et a, de façon très naturelle, alimenté à chaque fois des mouvements d'opposition sur ces fautes politiques parfois assez graves. Ce qui a donné lieu à un certain nombre d'oppositions absolument ahurissantes. On n'a jamais atteint un tel niveau d'opposition. Toutefois, ça a souvent été une opposition sourde. Ça veut dire que les gens qui sont vraiment opposés en manifestant dans la rue étaient très peu nombreux, et les intellectuels qui ont porté un discours d'opposition ont été aussi assez peu nombreux. Par contre, tous les sondages étaient négatifs, jusqu'à des taux de rejet quasiment supérieurs à 75% juste avant les Jeux, pour des raisons essentiellement de Covid. Alors, je vous ai fait la liste de différentes publications depuis 2014 en opposition à ces jeux politiques. Je retiendrai essentiellement la publication de 2016, dit Anti-Olympic Manifesto, par Ogasawara et Yamamoto, qui est sans doute le manifeste qui a structuré le plus d'échanges intellectuels. Et puis également réalisé un certain nombre de conférences, de symposiums. Il y a eu également un reportage qui a été réalisé contre des évictions de population, puisqu'il y a eu des déplacés lors des opérations d'aménagement, et tout ça est en ligne et consultable sur le lien internet que je vous ai transmis. Alors très rapidement sur la partie un peu discussion, et peut-être qu'on pourra en parler pendant les questions-réponses. Alors la nature des oppositions aux Jeux Olympiques. Alors il y a eu des oppositions institutionnelles, et ces oppositions institutionnelles, ce ne sont pas forcément des oppositions aux Jeux, mais c'est des oppositions politiques entre le niveau de la préfecture de Tokyo et le niveau du gouvernement central, qui a utilisé les Jeux Olympiques comme levier d'opposition entre ces niveaux institutionnels, et ces oppositions ont ensuite alimenté les oppositions citoyennes. Très clairement, la gouverneure Koike a utilisé un certain nombre a utilisé les JO et les aménagements des JO pour négocier avec contre le gouvernement central un certain nombre de financements ou de cofinancement, de réduction à la baisse des investissements que ses prédécesseurs avaient consentis et dont elle héritait malgré elle. Et tout ça, en fait, a créé des signaux, on va dire, assez négatifs dans lesquels se sont engouffrés les Antilles. Mais ce contexte institutionnel est particulièrement important. Il y a également eu des oppositions habitantes qui étaient très minoritaires. Tout simplement parce que c'est des habitants qui ont été déplacés. Alors c'était des logements sociaux ou assimilés, parce qu'il n'y a pas de logements sociaux au Japon, des logements sociaux qui étaient à proximité du stade olympique, qui a été détruit et reconstruit. Donc ces logements sociaux ont été détruits et déplacés dans ce mouvement de reconstruction du stade olympique. Et en fait, c'était des logements sociaux qui avaient été construits déjà après les Jeux 64 pour reloger les déplacés des Jeux. Donc ce sont des gens qui ont été parfois déplacés 2 fois pour les Jeux Olympiques de 64 et de 2020. Et en fait, il se trouve que ces logements sociaux étaient dans le cœur du centre-ville.
Et donc, ces habitants ont été très peu soutenus par les habitants de Tokyo parce qu'ils étaient présentés comme étant des pauvres privilégiés, puisque malgré leur statut d'habitants de logements sociaux, ils étaient dans le cœur de Tokyo, ils n'avaient pas les transports, l'enfer des transports tous les matins, ils n'avaient rien du tout. En gros, on leur avait fait un cadeau en or contre le déplacement en 64, et donc ils n'ont pas structuré de sympathie particulière, et donc les oppositions habitantes qui étaient les leurs n'ont pas structuré de mouvement de foule et de soutien assez massif, malheureusement, à part un soutien de certains intellectuels. En revanche, on a eu une critique un peu plus importante anticapitaliste, en particulier liée au contexte de renaissance urbaine dans lequel venait se lover ce projet d'aménagement olympique. Alors, je n'ai pas le temps de vous détailler tout ça, mais en gros, vous voyez que ici, c'est le coût des terrains dans les 23 arrondissements de Tokyo. Ici, on est en septembre 2011. On est en septembre 2013. On est dans le point bas des prix du foncier, et c'est le mois où a été annoncée la victoire de Tokyo comme ville hôte pour 2020. Et après, on a eu qu'un effet signal positif sur les prix, donc des dynamiques, on va dire, de renchérissement des prix qui ont été parfois mal vécues par les habitants de Tokyo. Alors, je n'ai pas le temps de trop détailler, mais en gros, l'essentiel des infrastructures olympiques que vous avez ici, ça c'est le plan, on va dire, des Jeux olympiques, correspondent se trouve dans ce zonage spécial de renaissance urbaine qui est une politique urbaine d'accroissement de la valeur du foncier et de l'immobilier dans l'espace central urbain tokyote, et qui envoie un signal très négatif sur des Jeux olympiques pour les riches, des Jeux olympiques comme levier d'accroissement de la valeur du centre-ville de Tokyo pour les riches au détriment des pauvres. Et c'est essentiellement sur des enjeux d'aménagement que se sont structurées la plupart des oppositions habitantes dans Tokyo. Et ce sont sur des arguments, on va dire, contre la surconcentration du capital et des investissements dans la capitale japonaise que se sont structurées l'essentiel des oppositions dans le reste du pays. Puisqu'en gros, c'était pas les Jeux du Japon, c'était les Jeux de Tokyo, et c'était même les Jeux du centre de Tokyo, donc c'était les Jeux des plus riches d'un pays quand même en dépeuplement et en décroissance. Donc pour conclure, ces oppositions, vous voyez, ont été finalement protéiformes, ont été assez silencieuses, portées essentiellement par une minorité de personnes de façon active et de façon visible. Les oppositions, on va dire, assez mainstream de la plupart de la population ont également connu une profonde évolution de l'opposition au jeu dans un contexte post-Fukushima aux oppositions au jeu dans un contexte de Covid. Vous voyez que les argumentaires ont finalement assez évolué. Ce que l'on peut, et c'est un peu l'idée sur laquelle je voudrais conclure, ce que l'on pourrait néanmoins retenir, c'est cette étape franchie par Tokyo 2020 de jeux sans public, de jeux sans population locale, de jeux sans plus personne, si ce n'est des athlètes et du fric, qui certainement vont structurer les mouvements d'opposition pour les décennies à venir, puisque là, on a eu quand même l'exemple le plus abouti de jeux sans personne, sans êtres humains, si ce n'est en gros quelques élites du sport et puis quelques élites de la finance. Et ça continue à être profitable pour ceux qui investissent dans ce genre d'infrastructures, et puis le reste, évidemment, n'en profite strictement pas. Et donc je pense que Tokyo 2020+1 fera certainement date dans les oppositions aux Jeux, que ce soit au Japon, mais également dans le reste du monde, très très certainement. Merci pour votre attention, et je suis à votre disposition pour des questions.